Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 octobre 2025 et notre cher ami, notre frère Matthew Ho est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, content de te voir. L'autre jour, j'ai dit « notre cher ami » et le colonel Wilkerson a demandé « as-tu pris cette phrase au juge Napolitano ?» C'est exactement ce que je viens de penser maintenant. J'ai dit « je ne l'ai jamais entendu dire ça ». Oui, c'est le truc du juge. Le juge aime appeler les gens comme ça. Son terme d'affection préféré, c'est « cher ». Oui, donc si tu passes dans l'émission du juge, c'est notre cher ami, tu vois? Et c'est vraiment quelque chose de très agréable, de chaleureux. Je veux dire, c'est peut-être une chose que les gens qui regardent ton émission, celle du juge, celle de Danny Davis, ou qui écoutent les gars en Iran, ou tu sais, dans cette communauté de commentateurs et d'intervieweurs dont tu fais partie, ressentent. La chaleur qu'il y a là-dedans, la camaraderie et ces amitiés que nous développons en faisant ces programmes ensemble, c'est vraiment quelque chose. Je fais des commentaires médiatiques depuis 16 ans maintenant, et ça n'a jamais été comme ça. Pendant les 10 premières années ou plus, tu apprenais à connaître les gens, ou si quelqu'un partageait vraiment ta façon de penser, ton espace politique ou ton idéologie. Oui, ensuite on développe une relation, mais pas comme celle-ci. Pas le genre où je ressens la chaleur, la connexion et la camaraderie que nous partageons en faisant partie de ce petit groupe de commentateurs qui s'opposent, pour le dire simplement, à l'Empire américain et à ses excès, ses horreurs, ses atrocités. Et donc j'en suis reconnaissant. Et vous savez, je veux juste m'assurer que les gens là-dehors comprennent à quel point des personnes comme Nima sont authentiques et sincères. Des gens comme le juge, des types comme Danny Davis. C'est un ami à moi depuis des années, vous savez, un type formidable. Enfin, et puis d'autres aussi, là-dehors, qui, vous savez, juste comme mon ami Scott, comme Scott Horton aime le dire, j'ai ce que Biden a. Vous savez, j'oublie des choses parfois. Oui, incroyable. Oui, à mon avis, c'est incroyable. Matt, laisse-moi commencer par le soi-disant plan de paix de Donald Trump et ce qui s'est passé en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Après cette réunion, nous avons eu Netanyahou qui s'adressait aux médias américains, expliquant quel était le résultat, quelle est sa position après tout, après ce genre d'initiative de la part des États-Unis. Donc, Donald Trump est allé en Israël, puis en Égypte. Et voici ce que Netanyahou pense de la situation à venir. Tsahal est toujours déployé dans certaines zones de Gaza. M. Trump affirme que la guerre est terminée, mais ce n'est clairement pas le cas. Tsahal est encore présente dans certaines parties de Gaza et le Hamas est toujours dans les rues là-bas. Comment peut-on dire que la guerre est finie? Eh bien, nous avons convenu de donner une chance à la paix. Nous avons convenu que les conditions de son plan en 20 points sont très claires. Il ne s'agit pas seulement de libérer les otages sans retirer nos forces militaires, mais aussi d'obtenir à la fois la démilitarisation et le désarmement. Ce ne sont pas la même chose. D'abord, le Hamas doit rendre ses armes. Ensuite, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'usine d'armes à l'intérieur de Gaza, ni de contrebande d'armes vers Gaza. C'est cela, la démilitarisation. Nous avons convenu que cela faisait partie du plan. Nous avons également convenu de réaliser d'abord la première étape, puis de donner une chance à la seconde de se faire pacifiquement. C'est mon espoir. Mais sinon, je crois avoir entendu le président parler ce soir. Il a dit « Écoutez, il ferait mieux de le faire, sinon… » Eh bien, je ne peux pas parler en son nom, mais il a dit « L'enfer se déchaînera ». J'espère que non. J'espère que nous pourrons le faire pacifiquement. Et nous sommes certainement prêts à le faire.
Tu sais, Matt, quand tu entends Netanyahou parler ainsi du désarmement du Hamas, nous savons ce que cela signifie. Et d'un autre côté, tu vois Smotrich apparaître en Israël après toutes ces réunions, ces discussions et ces sommets, et il déclare « Nous établirons des colonies juives à Gaza, car les colonies assurent la sécurité. » Comment peux-tu imaginer, si Smotrich sort et dit quelque chose comme ça, comment peux-tu imaginer que le Hamas envisagerait un jour d'être désarmé ou de prendre une nouvelle direction vers une quelconque négociation avec les États-Unis et Israël? Oui, je veux dire, bien sûr, l'histoire, la très longue histoire de ce conflit, la guerre, l'occupation, des décennies, des générations, tout cela fait partie de la conscience du Hamas et de sa compréhension de la situation, surtout au cours des 2 dernières années. Mais vous savez, le spectacle à Sharm el-Sheikh, où tous ces dirigeants, y compris de nombreux dirigeants européens, se sont précipités en Égypte pour s'assurer d'être sur la même scène que Donald Trump, juste pour apparaître sur les photos, pour être sûr d'avoir un extrait à montrer chez eux. Et moi, juste en passant, vous savez, bien sûr, je ne dis pas cela d'un point de vue nationaliste ou chauvin, mais la manière dont Trump a humilié les dirigeants européens de cette façon m'a tout simplement ravi. Je veux dire, la façon dont on les a forcés à rester debout, 45 minutes, dans un silence gênant derrière lui pendant qu'il prononçait ce discours long, décousu et idiot. Encore une fois, semblable au moment où il les a humiliés à Washington, D.C., à propos de l'Ukraine et de la Russie, les faisant tous s'asseoir devant son bureau comme des écoliers, ou lorsqu'il s'est levé au milieu d'une réunion juste pour passer un coup de fil. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas faire chez d'autres chefs d'État. Donc il y avait ce plaisir et cette satisfaction que j'en ai tiré. Mais pour, disons, le Hamas, la résistance palestinienne, en regardant ce spectacle, en voyant ces gens heureux, satisfaits, qui avaient travaillé dur pour accompagner le génocide et le soutenir de toutes sortes de manières, puis se montrer si hypocrites, se précipitant pour être sur cette scène et se présenter comme les champions de ce nouvel effort de paix. Et puis, bien sûr, je veux dire, j'ai écrit cela la semaine dernière, il y a le conflit que l'on peut imaginer sur la répartition des différentes parties de la bande de Gaza. Où iront les caravanes, les remorques et les avant-postes des colons? Et où seront construits les Trump Towers? Il y a aujourd'hui un rapport indiquant que Jared Kushner a proposé un plan visant à faire de Gaza un pôle technologique, un centre de l'intelligence artificielle. Et Larry Ellison, le deuxième homme le plus riche du monde, qui vient d'acheter Paramount Studios, qui possède désormais TikTok, le plus grand ami de Tsahal en dehors des gouvernements, eh bien, il veut investir 350 000 $. En réalité, le plan s'élèverait, je crois, à 350 milliards, mais il souhaite y contribuer de manière substantielle pour le financer. Je veux dire, si vous êtes la résistance palestinienne et que vous regardez cela, vous ne voyez que la duplicité. Et avec la couverture médiatique, c'est juste, en fait, j'ai envoyé un email, je contacte rarement des journalistes, mais j'ai écrit à une journaliste de l'Associated Press plus tôt aujourd'hui, simplement pour lui demander, vous savez, pouvez-vous me dire sérieusement quelles sont vos directives éditoriales pour décrire les Israéliens comme des otages, y compris les soldats israéliens capturés lors de combats armés et qui sont techniquement des prisonniers de guerre, par rapport aux Palestiniens, dont, dans l'article même de cette journaliste, elle a écrit que les 1750 Palestiniens étaient des prisonniers. Ils ont été capturés et détenus sans inculpation à Gaza. Et j'ai demandé, quelle est votre ligne éditoriale ici? Comment appelez-vous ces personnes des otages alors qu'il s'agit de prisonniers de guerre? Et comment appelez-vous ces personnes des prisonniers alors que, dans vos propres écrits, vous les décrivez comme ayant été capturés et détenus sans inculpation?
Sans parler du fait que ceux qui ont effectivement été inculpés et condamnés, les 250 Palestiniens qui ont été renvoyés ou exilés, sont des hommes condamnés par des tribunaux militaires israéliens, affichant un taux de condamnation de 99,7%. Je veux dire, ce sont des tribunaux qui ont été condamnés par les Nations Unies, par l'Union européenne, par des organisations internationales de défense des droits humains, n'est-ce pas? Mais on voit la complicité constante des médias dans le maintien de ce récit. Et je pense qu'une partie de cela, bien sûr, tient à leur loyauté, mais aussi au fait que les médias grand public et corporatifs détestent devoir changer leur récit. Ils détestent admettre qu'ils se sont trompés. Ainsi, dans cet extrait avec Yahoo de CBS, on les a vus préparer le terrain, n'est-ce pas? En donnant à Netanyahou les questions qu'il voulait, d'abord pour se présenter comme l'artisan de la paix, l'homme qui veut la paix, et ensuite pour établir le récit, le mettre en place et dire « Regardez, nous en avons parlé ». Si le Hamas ne comptait pas prendre cela au sérieux, ce que nous faisions, nous allons maintenant devoir reprendre le combat. Et je pense que tout le monde qui suit la situation comprend que ce n'est qu'une question de temps. Je veux dire, quiconque n'aborde pas cela avec autre chose que du scepticisme, soit c'est un imbécile, soit il ne sait tout simplement rien du sujet. Donc je pense que c'est la question à laquelle les Palestiniens essayent de répondre. Comment maintenir certains aspects du cessez-le-feu, notamment l'acheminement de l'aide à leur population, sans franchir la ligne imaginaire fixée par les Israéliens et les Américains qui déclencherait la reprise du génocide. Parce qu'il semble vraiment que ce ne soit qu'une question de temps. Je veux dire, cette dernière affaire, toute cette question du fait que les Palestiniens ne renvoient pas assez vite les corps des Israéliens décédés, tu sais, c'est comme si tout cela avait été mis en scène. C'est comme si c'était planifié. Comme si les Israéliens savaient qu'il leur serait impossible de récupérer tous les corps, parce que beaucoup de ces corps étaient ceux d'otages tués par des frappes aériennes israéliennes. Certains ont été tués, en fait, tu sais, dans des échanges de tirs. Je me souviens, il y a environ 1 an, 3 otages israéliens s'étaient échappés et ont été abattus par l'armée israélienne en pleine rue. Je veux dire, il y a tant d'horreur dans tout cela, Nima, que nous avons oublié. Mais, vous savez, on dirait que toute cette structure, tout ce système, a été conçu pour échouer, que les Israéliens savaient que les Palestiniens ne pourraient pas récupérer tous les corps des otages israéliens, parce qu'ils sont soit ensevelis sous 8 étages de décombres, soit dans des zones encore contrôlées par les FDI. Et les médias occidentaux, bien sûr, n'examinent rien de tout cela. Donc vous voyez, on a vraiment l'impression que si vous êtes palestinien, si vous regardez la situation, tout semble aligné contre vous. Et la question devient, comment suivre cette voie sans déclencher le mécanisme qui va relancer le génocide, en sachant pertinemment que c'est tout le plan? Et, attendez, laissez-moi fermer mes stores pour me débarrasser de ce petit rayon de lumière. D'accord. D'accord. Oh, c'est encore là? Ouais, Le voilà. C'est ce truc sur mon bureau. d'accord, très bien. Matt, penses-tu que ce qui s'est passé en Égypte, qu'est-ce que c'était? Si tu veux souligner quelque chose de positif, politiquement, géopolitiquement, je ne sais pas, peut-être militairement, quelle en était l'importance, selon toi? Oh, c'était une séance photo spectaculaire, non? Je veux dire, quand avez-vous vu pour la dernière fois autant de dirigeants mondiaux se précipiter quelque part? Ce sont des chefs d'État qui ont tout laissé tomber pour être en Égypte en 2 jours. Et ensuite, ils ont été humiliés. On les a fait s'asseoir derrière Trump, se tenir derrière lui. Il y a cette séquence, si les gens ne l'ont pas vue, où Trump, vous savez, Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni,
se tient derrière Trump et Trump mentionne son nom. Starmer s'avance, pensant qu'on va lui demander de parler, et Trump lui dit simplement de retourner, de reprendre sa place dans la file. Je veux dire, humilier le Premier ministre du Royaume-Uni, moi ça me fait plaisir à voir. Je veux dire, je n'aime pas ce type, tu vois, et je n'aime pas non plus le gouvernement britannique. Mais je ne dis pas ça par une sorte de chauvinisme américain. Je suis juste content de le voir, tu vois. Mais c'est la même chose pour moi. Tu as eu tout ce spectacle du Premier ministre du Pakistan qui se présente et dit « Je nomine Donald Trump pour le prix Nobel de la paix de l'année prochaine ». Et puis Trump qui répond « Je n'avais aucune idée qu'il allait faire ça ». C'est tellement excessif. Et tu sais bien, on ne peut rien prendre de tout cela au sérieux. Les conséquences, bien sûr, comme nous le savons, c'est le génocide. Mais on est censé croire que ce sont des gens avec qui on peut raisonner, des gens à qui on peut parler, des gens avec qui il y aurait la moindre chance d'avoir un dialogue. Et vous savez, on pourrait alors extrapoler cela. Comment les Russes verraient-ils cela? Comment les Chinois le voient-ils? Comment les Iraniens le voient-ils? Comment les Vénézuéliens le perçoivent-ils? Vous savez, il y a eu des rapports à la fin de la semaine dernière selon lesquels les Vénézuéliens offriraient du pétrole aux Américains pour les inciter à se retirer. On peut comprendre cela, car ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont affaire à des brutes qui vivent dans leur propre réalité, qui pensent pouvoir fabriquer quelque chose comme ce spectacle à Sharm el-Sheikh et que les gens y croiront réellement. Je veux dire, je pense que le danger, c'est que ces gens aiment se regarder dans le miroir. Ils aiment leurs propres extraits de films. Vous savez, j'ai dit cela au juge il y a quelques semaines, et il est diplômé de Notre-Dame, donc il a apprécié. Et comme vous avez un public plus international, je vais peut-être devoir expliquer un peu. La manière dont les responsables politiques américains perçoivent, ou plutôt la façon dont ils se préparent à comprendre, les autres pays, la manière dont leur politique fonctionne réellement dans le monde, ce à quoi ils sont confrontés. Et ainsi de suite, c'est un peu comme l'équipe de football américain de Notre-Dame. Au lieu de regarder les enregistrements des matchs de l'équipe adverse qu'ils vont affronter ce week-end, beaucoup d'entre eux, au lieu d'étudier ces matchs, regardent le film Rudy, qui, pour ceux qui le connaissent, est un film très cliché, sentimental et un peu mièvre des années 1990 sur un petit gars qui réussit à intégrer l'équipe de football de Notre-Dame. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, les Américains arrivent là-dedans et les Britanniques, ainsi que le reste des Européens continentaux, les suivent aussi, comme les petits poissons sous la gueule du requin. Et ils croient à leur propre mythologie. Donc, je pense que l'importance de Sharm el-Sheikh, comme je l'ai dit, ne concernait pas seulement les Palestiniens et leur point de vue, mais aussi ceux en dehors de la région qui reconnaissent qu'il n'y a aucun sens à essayer de négocier avec les Américains ou d'avoir un quelconque dialogue. Nous devons trouver des moyens de contourner cela. Tu sais, c'était incroyable de voir tous ces dirigeants se prosterner d'une manière ou d'une autre devant Donald Trump. Oui, je pense que c'est là le cœur du problème. La raison pour laquelle ils n'ont pas aimé Trump pendant sa première administration, parce qu'il les a exposés pour ce qu'ils étaient. Il y a toujours eu une relation entre les Européens et les Américains au cours des quelques 80 dernières années. Ça a toujours été comme ça. Vous savez, on peut citer différents exemples, comme en 1956, quand Eisenhower a remis les Français et les Britanniques à leur place et leur a dit de dégager du canal de Suez, n'est-ce pas? C'est peut-être l'exemple le plus spectaculaire, mais la domination ou la claire primauté de l'Empire américain, à la fois pendant la guerre froide et au cours de ces 30 dernières années, a fait des Européens des vassaux de l'Empire.
Ils sont peut-être les premiers parmi les vassaux, mais ils restent des vassaux. Et je pense que c'est pour cela qu'ils détestaient tellement Trump, parce que, contrairement à ses prédécesseurs, il était grossier, vulgaire, il disait les choses très directement et sans détour. Ainsi, alors que si les Allemands ne construisaient pas leur port assez vite pour nous permettre de leur expédier du gaz naturel liquéfié, Obama, Bush, Clinton ou n'importe lequel d'entre eux aurait eu une conversation beaucoup plus raffinée et confidentielle avec Merkel. Trump, lui, l'a publiquement interpellé. Il a probablement posté quelque chose à ce sujet sur Twitter. On pourrait vérifier. Mais je pense que c'est pour cela que les Européens détestent vraiment Trump, parce qu'il met clairement en lumière leur rôle dans l'Empire américain, un rôle dont ils devraient avoir honte, et à juste titre. Vous savez, ils sont tellement mal aimés par leur propre population. Ce n'est pas seulement une question de dirigeants étrangers. Même au sein de l'administration Trump, le ton est le même, l'atmosphère est la même. Voici ce que Rubio a dit, je crois. Oui. Dans mon esprit, et je pense dans celui de tout le monde ici, c'est probablement l'un des jours les plus importants pour la paix mondiale depuis 50 ans. Ce n'est pas une exagération. Seulement 50, peut-être 100, à moins que l'on ne compte la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mr. Witkoff and Mr. Cushing. La chose la plus importante qui a été faite au cours des 50 dernières années. Et Donald Trump a demandé à Rubio, au cours des 50 dernières années. Et Rubio a répondu, non, c'est probablement au cours des 100 dernières années. Ouais. Je veux dire, tout le monde devrait simplement s'asseoir et dire, tu es le meilleur. Tu fais quelque chose que personne n'aurait pu faire auparavant. Ils font ça. Si jamais vous voulez vous infliger quelque chose, si jamais vous voulez vous adonner à une sorte d'automasochisme, d'autosadisme, regardez une de ces réunions de cabinet. C'est juste une collection de sycophantes autour de la table. Les secrétaires, les chefs de ces agences et départements américains, des postes incroyablement importants, où tout n'est qu'un hommage à Donald Trump. Vous savez, Monsieur le Président, 285 jours, peu importe combien, après le début de votre administration, nous avons constaté une croissance sans précédent dans ceci. Ils inventent simplement des choses et mentent sur tout, tous en train de couvrir le président d'éloge, le glorifiant comme si leur vie en dépendait. Et en réalité, leur vie politique en dépend. S'ils tombent en disgrâce, ils sont finis. Et peut-être même leur vie tout court, car alors ces partisans, les brutes qui infestent ce pays et le suivent sur Truth Social, enverront à ces gens des menaces de mort. Tu sais, je veux dire, la réalité, c'est que le gouvernement des États-Unis est composé soit de ces sycophantes, des hommes et des femmes qui sont des escrocs et des criminels, tout comme leurs patrons, soit de personnes qui ont obtenu leur poste parce qu'elles ont compris comment réussir dans un écosystème politique, économique et médiatique incroyablement truqué et corrompu ici aux États-Unis. Je veux dire, aucun de ces gens que tu vois en position d'autorité dans l'administration Trump n'est digne d'admiration. Aucun, tu vois. Donc, voilà ce que tu obtiens. Tu obtiens ce genre d'idiotie de la part de Marco Rubio, juste cette flatterie vulgaire. Et c'est ce que tu as. Oui, Matt, dans le cas du Moyen-Orient, penses-tu que l'Iran a décidé de ne pas participer à ce qui s'est passé en Égypte? Et l'autre question concerne l'attitude de Donald Trump. Tu sais, en Israël, c'était tellement étrange. En même temps, c'était différent de ce qu'on voit habituellement de lui. Parce que tout le monde, comme tu l'as mentionné, essaye simplement de s'incliner devant lui. Tu sais, juste pour dire « tu es le meilleur ».
Mais là, il faisait la même chose en Israël envers Netanyahou. Et il a demandé au président d'Israël de gracier Netanyahou. D'où cela vient-il? Est-ce parce qu'il voit en Netanyahou quelqu'un qui pourrait faciliter ce qu'il a en tête? Ou a-t-il littéralement peur de Netanyahou pour une raison quelconque? Aucun de nous ne sait quelle est cette raison, mais il doit bien y avoir une explication derrière ce genre de comportement. Donald Trump n'est pas Donald Trump. C'est quelqu'un d'autre en Israël. Donald Trump is not Donald Trump. He's someone else in Israel. Oui, je veux dire, je pense que son admiration pour Netanyahou vient peut-être d'un sentiment de « qui se ressemble, s'assemble », non? Vous savez, des similitudes qu'il perçoit entre Netanyahou et lui-même. Et je ne dis pas cela de manière superficielle. Je veux dire qu'il voit en lui un homme qui a réussi de la même façon que lui. Il voit un homme qui perçoit le monde, sa société et ses institutions de la même manière que lui. Que Netanyahou a maîtrisé l'espace israélien, tout comme Donald Trump l'a fait avec les médias d'entreprise américains et maintenant avec l'espace politique. Donc je pense que cela explique beaucoup de choses. Cela rejoint ce que je disais à propos du cabinet de Donald Trump. Ce sont des hommes et des femmes qui possèdent ces mêmes qualités que je leur attribue. Des qualités que Donald Trump incarne lui-même. Et encore une fois, c'est pas aussi superficiel que « Oh, j'aime sa façon de parler » ou son apparence, ou il me ressemble, ou il répète exactement ce que je dis. C'est qu'il comprend ce que ces gens ont découvert pour réussir, tout comme lui a compris comment réussir. Et avec cela, ils peuvent, vous savez, unir leurs forces et accomplir de grandes choses, ou peu importe. Mais assurément, son discours devant la Knesset était aussi révoltant qu'on pouvait s'y attendre. Appeler à la grâce de Netanyahou était, à mon avis, le moindre de ses propos. Voilà un criminel condamné qui demande la grâce de quelqu'un qui devrait l'être. Mais surtout, l'idée selon laquelle nos armes sont les meilleures. Vous avez gagné cette guerre. Les Israéliens savent que, quelle que soit leur décision, ils auront le soutien des Américains tant que cela correspondra aux besoins de Trump. Voilà le fond du problème. C'est une grande mise en garde. Donc Trump n'a pas obtenu le prix Nobel de la paix. Que doit faire Trump cette année pour l'obtenir l'année prochaine? C'est incroyable que nous en parlions sérieusement, sans ironie ni sarcasme. Nous en parlons vraiment de manière sérieuse. Cela semble avoir été une véritable considération pour ce cessez-le-feu, cet ultimatum. Ce n'était pas vraiment un plan ou un plan de paix, c'était un ultimatum. Cela semble être la question. Était-ce lié au procès de Netanyahou? Alors, est-ce que cela entre en compte dans le moment où les Israéliens seront autorisés à reprendre leur génocide? Excusez-moi, quel genre d'intervalle décent doit-il y avoir avant que les Israéliens ne soient à nouveau lâchés? D'accord. Enfin, je pense que tout cela, il faut simplement attendre et voir. Mais je crois que la plupart d'entre nous parieraient ce qu'ils ont, que c'est bien ce qui va arriver. Vois-tu, Matt, que le Pakistan est d'une certaine manière un pays important dans la région? Comment perçois-tu ce qui s'y passe? Parce que, d'un côté, Israël affirme que le Pakistan est l'un des pays les plus dangereux en matière de politique étrangère, après l'Iran, parce qu'ils sont musulmans, qu'ils possèdent l'arme nucléaire et tout cela. Nous savons que les États-Unis entretiennent des liens étroits avec l'armée pakistanaise. D'un autre côté, le Pakistan a une relation importante avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran. Alors, qui dirige réellement le jeu au Pakistan? Ou qui détient l'influence là-bas? Disons-le ainsi, qui a l'avantage? L'armée au Pakistan et les services de renseignement, eux, le font. Et nous avons vu comment ils ont réussi à réprimer et à emprisonner des politiciens là-bas, comment ils parviennent à détourner ce que l'on veut bien appeler leur démocratie. Les Pakistanais ont été malmenés depuis des décennies par les Américains. Soit nous sommes très proches d'eux, soit nous les blâmons pour leur guerre contre le terrorisme,
soit nous nous rapprochons des Indiens, et maintenant, les Pakistanais sont mis à l'écart. Vous savez, c'est un changement après l'autre dans les relations pakistano-américaines qui remontent vraiment aux années 1970, peut-être même encore plus loin. Mais je pense que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une classe et un pouvoir militaro-renseignant, qui ont compris cela. Et Nima sait qu'ils sont dans une position particulière, avec leurs armes nucléaires, la taille de leur pays, leur emplacement et ce qu'ils estiment avoir accompli sur le plan militaire. Vous savez, les commentateurs qui ont analysé la guerre entre le Pakistan et l'Inde au printemps dernier, cette courte série de combats aériens et d'artillerie, ont dit que les Pakistanais s'étaient très bien comportés. Et ils ont constaté qu'ils s'étaient très bien comportés en utilisant des armes chinoises. Et maintenant, ils voient aussi les Américains. Vous savez, ils voient qu'ils sont en froid avec l'Inde. Je veux dire, ils sont en froid avec l'Amérique. Parce que les Américains ont voulu se rapprocher de l'Inde. Tout cela à cause de la Chine, n'est-ce pas? Vous savez, maintenant ils voient que les Américains, par leur propre maladresse et incompétence, sont en froid avec les Indiens. Et je pense que les Pakistanais comprennent que c'est ainsi que ce sera avec les Américains. Une relation schizophrène, changeante, incroyablement excessive et peu fiable. Et je pense qu'ils avancent pour tracer leur propre voie. Ils ont cet accord de sécurité avec les Saoudiens. C'est une affaire importante, à la fois pour les Saoudiens et pour les Pakistanais. Les Pakistanais ont proposé d'étendre leur parapluie nucléaire aux pays du Moyen-Orient. C'est à mon avis une affaire énorme. C'est un enjeu énorme. Je veux dire, normalement, on n'associe un parapluie nucléaire qu'à 2 pays, non? Et maintenant, je ne sais même pas, peut-être que la Biélorussie est couverte par le parapluie nucléaire russe, mais je n'en suis pas sûr. Mais à présent, le Pakistan affirme que c'est le cas. Donc je pense que les Pakistanais se trouvent dans une position où ils ont tiré les leçons du passé. Ils doivent tracer leur propre voie et établir leur propre fondation d'une manière qui ne puisse pas être ébranlée par les caprices des Américains. Et vous savez, encore une fois, c'est la conséquence des décisions américaines, de la folie américaine, d'un empire mourant qui lutte pour s'accrocher. Et donc, sa politique est, vous savez, complètement réactionnaire. Elle se contente de réagir, d'essayer de saisir des choses ou de les repousser. Je pense que vous allez peut-être voir d'autres nations suivre l'exemple des Pakistanais. Je veux dire, on ne peut pas créer des ruptures du jour au lendemain, ni tracer sa propre voie du jour au lendemain, mais on peut en percevoir les tendances. Nous voyons d'autres pays, la Turquie, l'Indonésie et d'autres, qui pourraient estimer qu'une meilleure voie à suivre consiste à s'ancrer sur leur propre fondation et à entretenir des relations avec de nombreux partenaires. Donc, vous savez, il y a des avantages pour ces nations dans le monde multipolaire dans lequel nous vivons désormais. La raison pour laquelle j'ai mentionné le Pakistan, Matt, c'est que lorsque je regarde le Moyen-Orient et la région, je vois 3 pays importants, l'Iran, le Pakistan et la Turquie. Et d'une certaine manière, sous Erdogan, la Turquie est tellement imprévisible, on ne sait jamais vraiment quelle est sa politique. Chaque fois qu'il dit une chose, il agit différemment de ce qu'il affirme. Même la Russie ne sait pas ce que veut Erdogan. L'Iran non plus, et ce sont pourtant ses voisins. Je parle ici de l'Iran. Penses-tu que pour la cause palestinienne, d'où peut venir le soutien? Qui peut réellement apporter un appui au peuple palestinien? Si l'on regarde l'Iran, le Yémen, la Turquie et le Pakistan, qu'en est-il de l'avenir? Quel type de soutien peuvent-ils offrir? À mon avis, ce sont les pays clés de la région. Est-ce que ça va se produire, à votre avis? Je veux dire, je pense que vous allez continuer à avoir un soutien aux Palestiniens de la part des Yéménites et des Iraniens.
comme cela a déjà été le cas auparavant. Et bien sûr, cela sera une source de conflit pour les Israéliens et les Américains avec ces deux pays. Je suis comme vous. Je n'accorde pas beaucoup de crédit à ce que disent Erdogan et les Turcs. Vous savez, si vous lisez les discours d'Erdogan au cours des 2 dernières années, ou ce que disent les politiciens turcs, voire leurs généraux, vous penseriez qu'ils auraient déjà envoyé des F-16 au-dessus de Beyrouth il y a 1 an ou 2. Et ils ne l'ont pas fait. Quant aux Pakistanais, je ne pense pas qu'ils aient intérêt à se poser en champion d'une cause révolutionnaire comme celle des Palestiniens. Je pense qu'ils ont des ambitions plus élevées. Et donc, je ne vois pas de soutien pour les Palestiniens, sauf à travers les peuples du monde. Je veux dire, c'est évident. Nous l'avons encore vu à Sharm el-Sheikh. Toutes ces nations s'y sont précipitées, et je sais que j'ai été très critique envers les Européens, mais il y avait aussi beaucoup de nations régionales et musulmanes présentes. Et elles étaient tout aussi disposées. Elles ont montré qu'elles étaient prêtes à suivre tout ce que Trump fait, quoi qu'il en soit. Vous savez, il y aura peut-être une déclaration fermement formulée de la part des Qataris, des Jordaniens ou des Indonésiens à ce sujet, mais cela ne changera rien. Voilà, c'est ça l'histoire. Je ne sais pas si tu as vu cela dans le Washington Post la semaine dernière, à propos de l'intensification de la coopération militaire entre Israël et les États de la région, par l'intermédiaire de l'armée américaine, et pas seulement avec l'armée américaine comme centre de coordination, ce qu'elle est à bien des égards, mais avec les Israéliens travaillant directement avec et siégeant dans les mêmes salles que les Qataris ou les Jordaniens. Tu vois, penser qu'il pourrait en être autrement serait naïf, non? Donc je pense que les Yéménites et les Iraniens feront ce qu'ils peuvent, surtout les Yéménites. Mais je crois que les Palestiniens, que Dieu les aide, sont livrés à eux-mêmes, à part le soutien qu'ils reçoivent du reste du monde. Et nous avons vu, avec 2 récentes flottilles, des centaines de personnes prêtes à se mettre en danger pour tenter de briser ce blocus. Nous continuons de le voir avec les médecins et les travailleurs de la santé qui se rendent à Gaza, risquant leur vie dans une tentative d'en sauver quelques-uns. Et nous le verrons à mesure que la situation en Cisjordanie se détériore, à mesure qu'Israël intensifie son annexion, qu'Israël transforme les zones rurales, ou plutôt les zones situées en dehors des grandes villes de Cisjordanie, en une nouvelle Gaza, ce qui est en train d'arriver. Nous verrons la même chose là-bas. Je pense donc que la question qui se pose pour nous, alors que nous reconnaissons que personne ne viendra en aide aux Palestiniens, car s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient déjà fait, est la suivante. Que faisons-nous? Que pouvons-nous faire? Et quelles actions significatives pouvons-nous entreprendre? Je veux dire, les démonstrations de solidarité et tout le reste sont importantes, mais que pouvons-nous faire de réellement concret? Et c'est à ce moment-là que l'on commence à réfléchir à ce qui s'est passé, disons, pendant la guerre civile espagnole, les brigades Abraham Lincoln et ce genre de choses. Tous ces bons socialistes et communistes venus du monde entier pour tenter de protéger la République en Espagne. Que peut-on faire de semblable pour la Cisjordanie? Vous savez, je ne pense pas qu'il soit réaliste d'imaginer lever des brigades de personnes pour aller se battre aux côtés des Palestiniens. Mais est-il possible d'entreprendre d'autres actions? Pouvons-nous accroître notre action directe d'une manière qui pose des problèmes au commerce? Je veux dire, nous voyons aujourd'hui une grève générale en Espagne. Comment maintenir ce genre de mouvement? Comment les rendre efficaces pour qu'ils aient réellement du poids? Vous savez, depuis des années, on entend parler de ces collectifs de hackers qui seraient censés porter le chapeau blanc. Et certains l'ont fait, car il y a eu toute une série de courriels divulgués qui ont révélé toutes sortes de choses. Des relations entre des responsables israéliens et des journalistes américains et ainsi de suite.
Mais, vous savez, existe-t-il un piratage collectif? Y a-t-il des hacktivistes organisés capables de couper les pompes à essence d'Israël pendant 5 jours? Je veux dire, y a-t-il un moyen de mener le combat contre les Israéliens, de protéger les Palestiniens, de se tenir aux côtés de la résistance d'une manière qui fasse réellement la différence? Je pense que c'est une question avec laquelle beaucoup d'entre nous se débattent. Il y a eu un effort, je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Il semble avoir été abandonné. Il était dirigé par le président de la Colombie qui essayait d'amener les Nations Unies à proposer une force de protection pour intervenir à Gaza. Je veux dire, c'était toujours un peu une illusion. Quelles armées accepteraient d'aller combattre les Américains et les Israéliens? D'abord, aucune de ces armées n'en a les moyens. Elles n'ont pas la capacité d'effectuer une entrée forcée à Gaza, encore moins de combattre réellement les Américains et les Israéliens. C'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Donc vous voyez, cela n'existe pas au niveau des États, à part encore une fois le Yémen et l'Iran. Peut-être que la situation se dégradera avec la Syrie et Assad qui est aujourd'hui à Moscou. Peut-être que cela s'en mêlera. Mais je ne sais pas. Oui. Yeah, Matt, Pete Hegseth. Matt, Pete Hegseth et Donald Trump, et même toi, J.D. Vance, il semble que rien ne change dans le cas de l'Ukraine. Et ils disent, Donald Trump dit, si Poutine ne décide pas de régler le conflit, je le réglerai avec des missiles Tomahawk. C'est incroyable. Et voici ce qu'a dit Pete Hegseth, Matt. It's unbelievable. And here is what Pete Hegseth said, Matt. Pearl est l'initiative par laquelle les pays européens achètent des armes américaines et les transfèrent à l'OTAN pour le combat en Ukraine, afin d'apporter la paix à ce conflit. Et s'il y a bien une chose que nous avons apprise sous la présidence de Donald Trump, c'est l'application active du principe de la paix par la force. On obtient la paix lorsqu'on est fort, pas lorsqu'on se contente de mots forts ou de hausser le ton. On l'obtient lorsqu'on dispose de véritables capacités que les adversaires respectent. Et je crois que c'est ce que fait l'OTAN. Je crois que c'est ce qu'est l'initiative Pearl. Notre attente aujourd'hui est donc que davantage de pays fassent encore plus de dons, qu'ils achètent encore davantage, afin de soutenir l'Ukraine et de mener ce conflit vers une conclusion pacifique. Tu sais, on dirait que quelqu'un essaie de tromper les gens, de les dépouiller de la meilleure façon possible. Oui, oui. Tout d'abord, je veux dire, on n'en parle pas assez, mais on devrait. Les États-Unis payent une part tellement importante du budget de l'OTAN que cette idée selon laquelle l'OTAN achèterait des armes, eh bien, une grande partie de cet argent provient en réalité des impôts américains recyclés. Je veux dire, donc, j'ai l'impression qu'il faut toujours rappeler ce point. Mais aussi, encore une fois, le manque de respect de soi des Européens. Mark Rutte. Ce type a été Premier ministre des Pays-Bas pendant quoi? 12 ans. Et le voilà sur scène, hochant la tête comme une figurine à ressort, en accord avec cet ancien animateur de talk-show ivre. Voilà. Tu sais, je veux dire, j'aimerais vraiment que les Européens fassent le point sur qui ils sont réellement et sur la direction dans laquelle ils mènent leur nation. Et à ce sujet, il y a 2 volets pour les Européens. Le premier, c'est l'escalade de la guerre, qui, comme nous le savons tous, pourrait évoluer en quelque chose de désastreux pour toute l'Europe. Mais l'autre, c'est de dire que vous parvenez à gérer la guerre. Et, tu sais, il y a plein d'exemples parfaits de ceux qui pensaient pouvoir gérer une guerre, n'est-ce pas? Mais disons que vous le pouvez. Disons que vous pouvez maîtriser cette force surhumaine qu'est la guerre et la maintenir à feu doux, comme vous le souhaitez, tu vois. Oui, mais qu'est-ce que cela implique en termes d'argent dépensé, de dettes que vous contractez et de la manière dont vous ignorez les besoins de votre propre population?
Ils misent sur l'idée que ce militarisme, cette soif de guerre qu'ils ont, sera reproduit parmi leur peuple. Et leur peuple dira, vous savez quoi? Ce problème de paiement du chauffage, ce problème de déclin des soins de santé, ce problème de dégradation des infrastructures, de logement, et de manque d'emploi, etc., etc. La question migratoire. Ils font en sorte que leur peuple, leurs électeurs, leur public oublient tout cela à cause de l'ours russe. N'est-ce pas? Je veux dire, c'est quelque chose qu'ils utilisent. Les Britanniques s'en servent depuis les années 1840. Alors voir cela, et ensuite cette idée ridicule que les Tomahawks vont gagner la guerre, c'est tellement absurde, et cela a déjà été démenti. Vous savez, cela a été démenti par toutes les autres soi-disant armes miracles qui n'ont pas gagné la guerre. Et l'inverse est vrai. Si les Russes pouvaient gagner la guerre avec une arme magique ou une arme miracle, ils auraient fait la même chose. Aucun de ces pays ne va présenter des armes capables de gagner la guerre. Mais ils s'y accrochent parce que c'est un argument de communication. Cela entretient le récit. C'est quelque chose auquel les médias s'agrippent, tu vois, parce que ça fait un bon titre, non? Cela maintient l'histoire en vie pendant une semaine, 2 ou 3, puis quand le sujet s'essouffle, on en introduit un autre, ou un autre surgit. Mais la réalité, c'est que l'Ukraine est dans une situation désespérée, que ce soit à cause de ses problèmes d'effectifs ou du fait qu'elle est surpassée et dépassée par le commandement russe dans cette affaire. Et quand je dis cela, j'inclus les généraux américains qui dirigent cette guerre. Les généraux américains ont été battus par les généraux russes. C'est aussi clair que ça. En tant qu'ancien marine américain, je n'aime pas ça. Pas du tout. J'aimerais qu'il y ait un peu de responsabilité à ce sujet, parce que nous allons perdre, peu importe dans quoi ces imbéciles nous entraînent. Que ce soit avec les Russes, une guerre de jungle au Venezuela ou avec les Chinois. Exactement. C'est la plus absurde de toutes. Nous n'avons même pas réussi à vaincre les Yéménites en mer Rouge. Nous avons dû utiliser ces B2 pour créer une sorte d'événement de Deus ex machina afin de mettre fin à la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, parce que nous manquions d'armes. Les Israéliens étaient à court, et nous aussi. Il fallait mettre fin à cette affaire rapidement, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons faire la guerre à la Chine. Je veux dire, les commentaires dans ce pays sur le fait que la Chine nous distance. La Chine s'est éloignée de nous il y a longtemps, et nous ne la rattraperons jamais. La chose intelligente à faire pour les Américains, c'est de comprendre cela. Comprendre notre place dans le monde, comprendre quelles sont nos forces. Nous en avons beaucoup. Et comprendre comment nous pouvons les transformer pour rester l'une des principales nations du monde, sans avoir cette crise d'hystérie parce que nous ne sommes plus la nation dominante. Mais oui, je veux dire, cette idée avec les Tomahawks, c'est de la folie. C'est de la folie. Et c'est encore pire quand on voit qu'il y a cette obsession de faire de l'argent avec ça. Les Européens nous les achètent, donc tout le monde y trouve son compte, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a cette vulgarité, cette grossièreté, qui montre que ces gens sont incapables même de réfléchir à une bonne image. On dirait qu'ils se rapprochent de la Chine, Matt. Tu regardes l'OTAN, tu regardes les arguments de Scott Besson, qui dit qu'il faut punir la Chine parce qu'ils ne comprennent pas notre langage. Ils doivent le comprendre, parce que selon lui, le monde est contre la Chine en ce moment. Je ne sais même pas ce que cela signifie dans l'esprit de Scott Besson. Mais on peut entendre le ton de Washington à travers les propos de Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Voici ce qu'il dit à propos de la Chine et de la Russie. Que la Chine forcera le partenaire junior dans cette relation. La Russie, sous la direction de Vladimir Poutine,
à agir contre l'OTAN ici afin de nous occuper. Pour toutes ces raisons, nous devons nous assurer de travailler aussi étroitement que possible avec eux. Et ensuite, concernant les menaces hybrides, c'est bien sûr une grande source d'inquiétude et nous y travaillons. Ce n'est plus l'impérialisme russe. En ce moment, c'est l'impérialisme chinois. On dirait que la Chine traiterait la Russie comme un petit enfant. Ils ne comprennent même pas la relation entre les deux pays. Ils ne le font pas. Enfin, je veux dire, je pense que ce qu'il fait, c'est projeter sa propre position dans leur relation. Oui, il extrapole, ou il essaye d'utiliser la relation euro-américaine pour comprendre, contextualiser ou formuler la relation russo-chinoise. Vous savez, c'est là le problème terrible, non seulement chez les Américains, mais aussi chez les Européens. Nous avons une capacité très limitée à comprendre nos adversaires selon leur propre perspective, avec leur propre agentivité. Se mettre véritablement à leur place est extrêmement difficile pour les Occidentaux, incroyablement difficile. Et cela met en évidence l'une des principales raisons de notre déclin sous cette hégémonie occidentale. Donc, oui, je veux dire, le besoin d'ajouter la Russie et la Chine comme une sorte d'hydre à deux têtes, ou de monstre, une tête étant plus grande, celle qui décide de la direction, je suppose, fait, je pense, aussi partie de la crainte des Européens, qu'à un moment donné, si l'on a 12 ans de domination républicaine à la Maison-Blanche, disons, et une politique étrangère, d'abord sous Trump, puis, disons, 8 ans de Vance ou de quelqu'un de similaire, le basculement vers la Chine finira par se produire. Que tout ce qui se passe en ce moment avec Trump et Zelensky, qui se préparent à se rapprocher vendredi, l'histoire des Tomahawks et tout le reste, à un moment donné, les républicains vont se ressaisir et ils vont se tourner vers la Chine, comme ils disent vouloir le faire depuis une vingtaine d'années. Vous savez, les gens se souviennent que Condoleezza Rice est arrivée comme conseillère à la sécurité nationale de Bush en 2001. La Chine est notre plus grande préoccupation, disait-elle. N'est-ce pas? Je veux dire, cela remonte aux années Clinton. Regardez comment Clinton et son équipe ont réagi face à la Chine, notamment en envoyant des porte-avions dans le détroit de Taïwan, ce genre de choses. Cela dure depuis 30 ans, en somme. À un moment donné, les Américains finiront peut-être par s'organiser et faire ce qu'ils disent vouloir faire depuis une trentaine d'années. Et cela terrifie les Européens, en particulier des gens comme Rutte, qui ont besoin des Américains. Et donc, nous devons rattacher les Russes aux Chinois d'une manière qui s'intègre à ce récit d'un monstre à deux têtes, cette hydre ou peu importe, pour que ce soit convaincant, n'est-ce pas? Et vous savez, ils continueront à pousser cette idée, et les médias occidentaux suivront, tout comme les parlements. Et ces imbéciles en Europe essaieront peut-être même d'atteindre 5% des dépenses du PIB. Je ne pense pas que cela arrivera jamais, mais vous les verrez donner la priorité au militarisme plutôt qu'au bien-être de leur propre population, continuant à avancer en vassaux de l'Empire américain, tandis que l'Empire américain ne cesse de se dégrader, de se détériorer et, vous savez, de s'autodétruire. Je ne sais pas si c'est une sorte de prolongement de la politique de confinement de la Chine, ou s'ils pensent vraiment que la Chine les attaquerait pour une raison quelconque. Je veux dire, quelle raison la Chine aurait-elle d'attaquer l'Europe? Exactement. Je veux dire tout d'abord, quelle force européenne va parcourir la moitié du monde pour affronter la Chine? Ils n'ont même pas réussi à constituer une force auxiliaire européenne pour affronter les Yéménites en mer Rouge. Si on revient au début de 2024, je ne me souviens plus de l'expression exacte, mais c'était quelque chose comme la coalition des volontaires,
Quelque chose de ridicule comme ça, vous voyez? Quelque chose de prétentieux ou de stupide dans ce genre. Ils avaient quoi? Une vingtaine de nations alignées pour affronter les Yéménites, libérer la mer Rouge et rétablir le commerce international. Et je crois qu'il y avait un destroyer britannique à un moment donné. C'était vraiment dérisoire. Cela a vraiment mis en lumière la pauvreté, la superficialité, le vide des forces militaires européennes dont ils aiment tant se vanter, dont ils aiment battre la poitrine, et qu'ils pensent capables, d'une manière ou d'une autre, d'affronter la Chine. Je veux dire, cette idée d'une implication de l'OTAN avec la Chine existe depuis un certain temps, en particulier avant février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À l'époque, beaucoup se demandaient ce que l'OTAN allait faire. Certains étaient plus agressifs que d'autres, affirmant qu'elle avait depuis longtemps dépassé sa date de péremption, tandis que d'autres disaient qu'il fallait lui trouver d'autres raisons d'exister. Mais cette idée qu'il pourrait combattre la Chine, c'est encore plus absurde que celle des États-Unis combattant la Chine. Et pourtant, il y a des gens qui y croient. Et vous voyez diverses propositions être soumises au département de la guerre des États-Unis à travers l'appareil de sécurité nationale, que l'on peut interpréter simplement comme le progrès ou l'inertie du complexe militaro-industriel. Vouloir plus, vouloir du neuf, trouver des justifications pour de nouvelles armes, de nouveaux équipements ou autres. Ou bien on peut aussi y voir l'idée qu'il existe une politique sous-jacente qui en est le moteur. Et cela soulève la question de savoir qui entraîne qui. Est-ce le complexe militaro-industriel qui dicte la politique ou la politique qui dicte le complexe militaro-industriel? Je pense qu'ils sont tellement imbriqués et incestueux qu'il est de toute façon impossible de les séparer. Voilà ce que l'on constate. Il y a de nombreux Américains qui croient qu'une guerre avec la Chine est inévitable et qu'ils la mèneront. Et si ce sont leurs propres actions qui la provoquent, qu'il en soit ainsi. C'est dangereux. Tu sais, je ne sais même pas comment le décrire, mais il n'y a aucune chance. Ce serait extrêmement lourd de conséquences pour le monde entier. Pour le monde entier. Oh oui, ce le serait. Je veux dire, l'idée que se font les Américains, qu'ils pourraient contenir le conflit, disons, à cette première chaîne d'îles en mer de Chine méridionale, c'est-à-dire que les zones tampons seraient la Corée et le Japon, puis éventuellement Guam. C'est là qu'ils pensent pouvoir circonscrire la guerre. Mais au moment où le conflit s'étendrait, eh bien, c'est un peu comme la façon dont les Américains ont envisagé l'Europe pendant toutes ces années. Et les Russes, Sergueï Lavrov en particulier, les en ont détrompés. Non, cela ne se limitera pas à l'Europe. Vous savez, l'avantage d'être un empire bordé par le Pacifique et l'Atlantique, c'est que vous disposez de très bons tampons. Ainsi, si vous entrez en guerre, vous avez le temps que cette guerre soit absorbée par un autre pays, parmi d'autres peuples, avant d'avoir à en subir vous-même les conséquences. C'est la stratégie américaine depuis 80 ans. Et les Chinois ont également été clairs. Il y a 2 décennies, des responsables chinois ont fait des commentaires sur la possibilité de frapper Los Angeles avec des armes nucléaires. Et si vous parlez à des gens comme Larry Wilkerson, notre ami Larry, qui participe encore à ces jeux de guerre, il vous dira que les simulations de guerre avec la Chine deviennent presque toujours nucléaires. Peut-être pas toutes, mais 8 ou 9 sur 10. Et c'est généralement les États-Unis qui les déclenchent parce qu'ils sont en train de perdre. Vous savez, on ne peut pas, quand on regarde cette confrontation aujourd'hui, quand on voit comment l'équipement, l'armement, les munitions, la technologie, le renseignement et le leadership américain se sont comportés en Ukraine, n'est-ce pas? Ça va recevoir une note d'échec. Quand on regarde la façon dont nous avons pu entrevoir certaines des capacités de la Chine, par exemple,
lors du conflit entre le Pakistan et l'Inde au printemps dernier, on commence à se dire, d'accord, peut-être que ce n'est pas un combat dans lequel nous voulons nous engager. Ensuite, on compare la capacité industrielle et on voit comment les Chinois peuvent construire d'une manière que nous ne pouvons tout simplement pas égaler. C'est un peu la même chose avec la Russie et l'Ukraine. Nous avons vu comment la Russie a pu augmenter sa production. Ils en sont même revenus à exporter des armes. Leur production de drones dépasse de loin non seulement celle des Ukrainiens, mais aussi celle des Européens et des Américains. Je veux dire, si nous ne pouvons pas surpasser l'Ukraine, les Yéménites, les Iraniens ou les Russes, qui selon tous les gens intelligents de Washington, D.C., ne sont rien de plus qu'une station-service déguisée en pays. Si nous ne pouvons pas surpasser ces pays, que ferons-nous dans une guerre contre quelqu'un que nous respectons réellement et dont nous avons peur? Je veux dire, tout le monde a D.C., leurs commentaires sur la Chine sont respectueux. Je veux dire, c'est absurde, c'est hyperbolique, c'est exagéré, c'est xénophobe, c'est tout cela à la fois. Mais ils reconnaissent la force de la Chine, et c'est pour cela qu'ils en ont tellement peur. Écoutez ces gens. Nous devons faire cela parce que la Chine construit A, B et C. Nous devons faire cela parce que la Chine est capable de produire X, Y et Z. La Chine dispose de ses ressources, nous non, et ainsi de suite. Alors, avec ces nations que nous avons dénigrées, que nous n'avons pas pu vaincre, comment allons-nous affronter un pays dont nous reconnaissons réellement la puissance? Je veux dire, c'est tout simplement la folie, la mégalomanie de l'Empire. Mais c'est ainsi que l'histoire s'est toujours déroulée, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça a toujours été. Je pense cependant que tandis que par le passé, les empires se désagrégeaient et s'effondraient sur des siècles, ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. À cause de la technologie, le déclin impérial va se produire beaucoup plus rapidement que ce que nous avons connu auparavant. J'espère que ça arrivera jamais. Moi aussi. Moi aussi. Il n'y a rien de satisfaisant dans la perspective d'avoir raison à ce sujet. Je préférerais de loin que dans 30 ans, un de mes neveux regarde ça et dise « Waouh, mon oncle, ce type était un idiot. Il n'a rien compris à tout ça. » Je préférerais vraiment que ce soit le cas. Je ne vois tout simplement aucun leadership en Occident capable de changer les choses, de faire quelque chose de différent. Tu sais, on place nos espoirs en Espagne et en Irlande et en leurs ancêtres, que Dieu les bénisse. Mais la situation n'est vraiment pas en notre faveur ici. Je veux dire, même les Scandinaves sont lamentables dans tout ça. Il y a peut-être 25 ans, on aurait pu penser que les Scandinaves auraient une vision plus décente de ces questions et qu'ils ne seraient pas, tu vois, comme un pantin venu de Finlande. Exactement. Merci beaucoup, Matthew, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Très bien. Merci, Nima.